Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, vous êtes tenté par l'éducation positive, mais vous avez peur d'élever un enfant roi. Le nouveau livre de Marie-Jeanne Trouchot est fait pour vous. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, elle est outre-Atlantique aujourd'hui et un peu chez nous quand même. C'est Thanksgiving et les programmes, évidemment, sont ceux d'histoire, car cette fête raconte aussi celle de l'Amérique. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, on va jouer au Lego à l'occasion du passage à Paris de l'exposition itinérante The Art of the Brick. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira et son plateau au repas. Notre diététicienne et nutritionniste a découvert que c'est aujourd'hui la journée de la chicorée. Mais oui, alors zoom sur cette racine aux vertus connues depuis 4000 ans. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Vous êtes parent, vous êtes enseignant, vous êtes oncle, tante, grand-parent, bref, vous avez affaire à des enfants ou à des ados et ce n'est pas simple tous les jours. Vous avez compris que l'autoritarisme et l'humiliation, ça ne marche pas, voire ça fait de graves dégâts à moyen terme. Pour autant, vous pensez qu'il est de votre responsabilité de poser des limites et de temps en temps, vous craquez et vous poussez une petite gueulante. Ce livre est pour vous. Il est signé Marie-Jeanne Trouchot, son titre. Alors, si on ne punit pas, on fait comment? Et il vient de sortir chez First. On est ravis de vous accueillir, Marie-Jeanne. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez comme thérapeute, autrice, conférencière, mais aussi comme militante de l'être humain. Exactement. Je voulais commencer par cette dernière définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense que l'être humain, au moins lorsqu'il naît, est vraiment une machine à bonheur. C'est-à-dire qu'il est tout à fait adapté au contexte. Tout va bien, il sourit, bébé, hein. Quoi que ce soit arrive, il braille. Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme moi, quoi. J'ai pas osé dire comme vous, parce qu'on ne se connaît pas assez, mais c'était l'idée. Je confirme. Et puis, en fin de compte, rapidement, on va signifier à l'enfant que son comportement n'est pas celui qu'on attend. Et là, c'est ce que j'appelle le grain de sable dans la machine à bonheur. Et justement, j'essaye, même en thérapie chez des adultes, de retrouver ce qui a coincé, ce naturel, cette sagesse intime que l'on a en naissant, parce qu'en fin de compte, si on nous laissait pousser, alors en nous expliquant, en nous donnant évidemment des structures, hein, je parle moi beaucoup d'éducation structurante, d'éducation constructive, bien entendu, mais sans nous saccager, sans saboter nos émotions, sans nous dire que ce que nous... un enfant aide spontanément. Mais quand ensuite on lui dit « tu pourrais quand même nous aider ?» Ça peut se gâter et ça produit des grains de sable. Des grains de sable. C'est sale le grain de sable dans ce cas-là. Je vais commencer par cette question sur militante de l'être humain parce que le livre, il s'ouvre sur une question à la fois évidente et vertigineuse qui est quel être humain veut-on aider à émerger, à faire émerger quand on s'occupe d'enfants? Et ça renvoie aussi à ses propres valeurs, à qui on est. Il faut commencer par se demander ça. Je suis, je suis pas toute jeune, hein, et je suis très très engagée depuis des années vers tout ce qui peut diminuer la violence dans le monde. Et selon moi, selon mon expérience de thérapeute, d'ex-enseignante, de maman, de grand-mère, enfin de femme aussi, je pense que justement c'est important d'élever, mais pour élever un enfant, on ne le rabaisse pas. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir quelque chose qui serait beaucoup plus dans la collaboration, dans l'explication, dans les intelligences collectives, par exemple. Plutôt que dans la sanction, la punition. Et puis l'obéissance à la soumission, l'apprentissage de la soumission. L'apprentissage de la soumission. Parce que de ces convictions découlent un certain nombre de principes d'éducation. Vous l'avez dit, vous préférez parler d'éducation structurante, vous parlez également d'éducation constructive dans le livre, si mes souvenirs sont bons, plutôt que d'éducation positive. Et ça passe notamment par le fait de ne pas punir. Et ça, c'est très dur parce que, et vous le rappelez, il y a tout un passage historique, on l'a fait pendant des siècles. Et effectivement. C'est-à-dire qu'on a, et Olivier Morel le dit très très bien, c'est la richesse, la possession qui a créé la punition. C'est-à-dire que dans les tribus très reculées, etc., il n'y a pas de punition. C'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant à grandir, mais la punition a été inventée, d'après Olivier Morel,
à partir du moment où on mettait les enfants à garder les troupeaux, et si un mouton ou quoi mourait, eh bien, on punissait l'enfant. Vous faites d'ailleurs, et je me suis un peu mal exprimé, vous avez eu la gentillesse de ne pas me reprendre, mais ça c'est de l'éducation structurante que vous êtes en train de faire avec moi, mais j'ai confondu, et il ne faut surtout pas, c'est au cœur de votre raisonnement, punition et sanction d'ailleurs. Vous dites qu'il ne faut pas punir, pour autant il peut y avoir de temps en temps ce qu'on appelle les sanctions, et ça n'a rien à voir. Alors, la sanction doit être uniquement de la réparation, mais pas une sanction qui serait une punition déguisée. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant a fait du mal à quelqu'un, eh bien, on va voir comment il va réparer le mal qu'il a fait, avec lui. S'il a, je sais pas, cassé quelque chose, comment tu peux réparer? S'il a volé quelque chose, comment tu vas rembourser? C'est-à-dire que, bien entendu, on ne va pas faire comme si il ne s'était rien passé. On pose des limites. On structure. On structure. On structure. Parce que oui, on ne laisse pas tout passer, c'est ça que je veux absolument. dire. Voilà. Non, parce qu'il y a une grande confusion quand même dans l'opinion quand on parle d'éducation positive là-dessus. Voilà. C'est pour ça que vous dites alors si on ne punit pas, on fait comment? Ça n'empêche pas de dire que voilà, vous avez pris l'exemple vous-même quand un comportement inadéquat a été commis, il faut absolument que l'enfant le comprenne et on va essayer de réparer tout ça. Je destine cet ouvrage à tous les parents qui en même temps ne souhaitent pas se retrouver dans la situation d'avoir à crier sur leur petit humain, à le menacer de le punir, mais qui ne souhaitent pas non plus être mous ou permissifs et transformer leur enfant en enfant roi tyrannique. Je vous cite, on vous retrouve, Marie-Jeanne Trouchot, citation extraite de votre livre. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Ces jours de Thanksgiving, vous ne pouviez pas manquer l'occasion parce que c'est une façon de faire un petit peu d'histoire, des États-Unis. Tout à fait. Alors, ça n'a pas l'air de nous concerner beaucoup, mais en fait, non. Si. Parce qu'en fait, Thanksgiving, c'est dans toutes les séries américaines qu'on regarde et dont on est friand. Notamment, pour moi, c'est Friends, par exemple. On en parle à chaque année. Il y a un épisode Thanksgiving. Il y avait un épisode Thanksgiving. Donc voilà. Donc, bon bref, il faut revenir à nos moutons, ou plutôt, j'ai envie de dire, à nos dindes. Parce que c'est la dinde qu'on mange à Thanksgiving. Pourquoi la dinde alors? Alors, pourquoi la dinde? Eh bien, je vais vous expliquer. Il faut remonter à 1620. À cette époque, des pèlerins, une centaine, fuient le régime imposé par l'Église d'Angleterre à bord d'un bateau dont le nom restera célèbre, qui est donc le Mayflower, on s'en souvient. En réalité, il y avait 2 bateaux au départ, mais il y en a un qui fuit, donc qui fait demi-tour, ça ne marche pas. Mais bon, bref, tout ce petit monde part pour l'Amérique. Et pourquoi l'Amérique? Parce que ça leur permettait de ne pas être en Angleterre, où ils étaient donc persécutés, tout en restant sujets anglais, car l'Amérique étant un territoire revendiqué par l'Angleterre. Donc, quand ils arrivent, ils établissent une colonie baptisée Plymouth, le nom du port qu'ils ont quitté en Europe. Et là, beaucoup meurent du scorbut. Et les rescapés doivent leur survie aux indigènes qui les aident et leur apprennent à cultiver la terre où ils sont. C'est quand même très sympathique. Ce qui est sympathique. Et un an après. Et un an après, ils les remercient. La cinquantaine de pèlerins restants, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, décident de faire un grand festin pour les remercier avec 5 cerfs, des dindes sauvages et des pigeons. Donc voilà pourquoi on mange de la dinde en guise de souvenir. Et vous l'aurez compris, les Américains auraient pu se retrouver avec un cerf sur leur table. Ça, beaucoup moins pratique. Moins poétique. Donc c'est une fête tout à fait laïque. Comment cette célébration gagne-t-elle tout le territoire américain? Eh bien en fait, on ne sait pas très bien pour tout vous dire. Les 2 récits de ce premier repas partagé entre les Amérindiens et les Puritains se perdent et ne vont être découverts en réalité que dans les années 1840 pour les textes laissés par Edward Winslow, qui est un des passagers, et dans les années 1850 pour les textes de William Bradford, qui est le gouverneur de la colonie. Et donc, jusqu'à la découverte de ces textes, en fait, difficile de célébrer un événement dont on n'a pas la connaissance. 1863 quand même, Abraham Lincoln, qui a décrété fête fédérale, et en 1941, Thanksgiving devient un jour férié. Il y a 10 jours fériés aux États-Unis contre 11 en France. D'accord. Voilà, je vais vous dire ça. Voilà, il y a plus de congés en France quand même. Il y a des traditions à l'intérieur de la tradition. Oui, depuis que Kennedy a sauvé en 1963 une dinde par compassion en lançant un « laissons-la continuer son chemin », eh bien, tous les présidents, on le sait, américains, après lui, ont gracié une dinde le jour de Thanksgiving. Donc Joe Biden ne va pas y échapper, évidemment. Et ça, c'est dans une série culte à moi qui est The West Wing. Okay. Et voilà, les présidents sauvent une dinde. Et même Benjamin Franklin au XVIIIe siècle voulait que la dinde devienne l'emblème national des États-Unis. Bon, c'est resté quand même l'aigle américain, ça a pas marché. Ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure, on va dire. C'est pas la seule tradition. Non, il y a une grande parade qui est organisée par les grands
grand magasin Macy's chaque année de grands ballons en forme de personnalité à New York se baladent dans toute la ville. Ça dure 3 heures. Évidemment, c'est diffusé à la télévision. C'est une grande messe, il faut le savoir pour les Américains. Donc le lendemain, autre fête, ça plaît aux enfants. Enfin, une grosse autre fête, autre tradition, j'ai envie de dire, c'est le Black Friday. C'est les grandes soldes monstres qui sont faits dans les grands magasins où tout le monde se rue comme des fous. Voilà, pas super écolo. Mais même si c'est bon pour le portefeuille. Merci beaucoup. J'en prie. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Grand oral, Marie-Jeanne Trouchot. Jeremy Bentham pense que, je cite, « toute punition revêt de la méchanceté, toute punition participe du mal. Si l'intention du parent qui punit n'est pas d'être méchant mais d'éduquer, le jeune soumis à une punition pourtant ressentira probablement de l'injustice, de la méchanceté, de l'impuissance, de l'humiliation et éprouvera de la colère, du mépris ou de la honte. » Extrait de « Alors, si on ne punit pas, on fait comment ?» Le livre vient de sortir chez First et on en parle avec son autrice, Marie-Jeanne Trouchot. Ce qui est très important, c'est la posture qu'on adopte. Vous dites, je vous cite toujours, les mêmes mots peuvent être odieux, blessants ou intenses et motivants. Ça dépend de la posture éducative des parents. Et je redis que quand on dit parents, ça vaut pour les grands-parents, les oncles, les tantes, les enseignants, tout le monde. Les éducateurs, voilà, tout. Quand on parle d'un enfant. Mais effectivement, si je dis, mais enfin, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et je veux qu'on en parle, avec intensité. Et si je dis, mais enfin, tu vois pas que tu as fait n'importe quoi, les mêmes mots vont être tout à fait différemment entendus. C'est-à-dire que si effectivement mon enfant sent que je l'aide à grandir, je suis là avec lui pour l'aider à devenir un adulte solide, il va le ressentir. Si je suis là pour l'écraser, pour le dominer, je dis toujours, pour élever un enfant, on ne le rabaisse pas. Il va le sentir aussi. Il va grandir. L'explication aussi de la sanction, quand on donne une sanction, elle est très importante parce que vous dites, il faut, quand il s'agit de règles morales, et parfois on sanctionne pour des règles morales, est-ce que l'enfant la connaît au moins ? C'est le premier truc. Et quand ils sont tout petits, ils ne connaissent pas en fait. Exactement. Et même encore à l'adolescence, enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, les neurosciences nous disent à quel point le cerveau n'est pas mature. On ne reproche pas à un fruit de ne pas être mûr. Pourquoi on reproche à un enfant de ne pas avoir la réflexion d'un adulte ? Pourquoi on attend de l'enfant ou de l'adolescent une réflexion aboutie ? Et donc, il y a quelque chose qui est assez bizarre. Vraiment, je crois que ça serait intéressant. Ça vous semble tellement évident à vous. Je ne sais plus l'expliquer tellement c'est évident. Si, mais vous l'expliquez très bien. Vous dites que l'idée même de punir suppose un rapport de force, oui. Que celui qui punit impose la loi ou sa loi, et qu'en fait toute la nuance est là. C'est-à-dire qu'imposer la loi, c'est imposer la loi. Imposer sa loi, on est dans l'arbitraire et dans quelque chose qui va faire souffrir. C'est-à-dire que, effectivement, quelles sont nos représentations, quelles sont nos normes, d'où viennent-elles ? Je travaille depuis longtemps aussi le transgénérationnel, la psychogénéalogie, etc. D'où viennent nos normes ? D'où viennent les croyances ? C'est comme ça. Alors que, effectivement, c'est comme ça ici. Par exemple, c'est comme ça à Thanksgiving là, et puis c'est ailleurs une autre fête avec d'autres traditions, et ça aurait pu être autrement. Et donc, quand on a une croyance, vraiment un dogmatisme, qu'il soit familial ou un dogmatisme publicitaire ou un dogmatisme religieux, un dogmatisme dont on ne peut pas sortir, on essaye de faire entrer nos enfants dans ce moule-là, nos enfants ou les enfants qui nous sont confiés, dans ce moule-là. Sinon, c'est pas bien, c'est pas juste. Eh bien, eux, à leur tour, quand ils seront adultes, ils feront pareil. Ils feront pareil dans la domination, et ça sera toujours un rapport de force. Et on n'en sortira jamais. Dans les moments très durs pour les parents, parce que quand vous dites alors si on ne punit pas, on fait comment ? Il y a des moments où on a quand même parfois très envie de punir. C'est notamment quand on est confronté à un caprice. Or, vous dites les caprices, ça n'existe pas. Non, le caprice ne peut pas exister, parce que le caprice, c'est un mot inventé par des adultes. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque l'enfant est petit, il n'a pas les mots pour dire. Il ne sait pas élaborer une pensée et il ne sait pas parler de ses émotions. Donc, lorsqu'il est en colère, comme moi, lorsque je suis en colère, si on me fait une injustice, une humiliation, je peux dire « je ne suis pas d'accord » et vraiment, ça ne va pas. Je peux le dire à un autre adulte, je peux en parler posément, mais avec fermeté. Si vous avez 1 an, ça va donner... Si j'ai 1 an, 3 ans, vous n'allez pas nous le faire en plateau, mais ça va donner des cris. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une souffrance au départ, c'est ça ? Mais exactement. Donc l'enfant, avec tout son corps, va manifester, va crier, va se rouler par terre, va taper, va frapper, va essayer de mordre. Mais il ne sait pas. Et donc, effectivement, il va falloir
lui interdire des choses, mais pas le punir en lui disant « t'es vilain, t'es méchant, tu vois pas que tu, etc. » C'est toute la différence entre, justement, éduquer, élever, et il faut, à ce moment-là, apprendre à l'enfant ce qu'il peut faire à la place. C'est ça, parce que vous conviendrez que la nuance est ténue. Elle est subtile. Subtile. Elle est subtile, et je crois que, justement, c'est dans cette subtilité que se joue toute la richesse d'une éducation constructive et réussie, et qui va conserver la confiance entre le parent et l'enfant. Et éviter aussi qu'au fil des générations, on reproduise absolument les mêmes comportements. Mais je crois que déjà pour cet enfant-là, quand il sera adolescent, quand il va faire des bêtises, on a tous fait des bêtises à l'adolescence. Bon, pas du tout. Moi, je ne sais pas. Enfin, Cécile ? pas vous, mais moi j'en ai fait. Hein. Aucune. Hein. Bon. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement, quand les grosses bêtises arrivent, de pouvoir aller chercher papa, maman, en disant là, je suis dans la mouise, il faut m'aider. Alors que si je sais que je vais être puni, je n'ai plus en réseau que mes copains qui sont tout aussi immatures que moi, avec des solutions complètement loufoques et catastrophiques. Et donc ce lien de confiance qu'on construit, hein, qui est là au tout début d'ailleurs, hein, mais qu'il ne faut pas abîmer une personne difficile, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des personnes en difficulté qui ont un comportement difficile. Alors si on ne punit pas, on fait comment? Pour tout savoir, eh bien, on lit ce livre de Marie-Jeanne Trochot et on écoute ce qu'elle va nous dire, et elle va continuer à nous le dire juste après. Là, ça fait du bien à la récré, on a le droit à la récré, c'est structurant la récré. Ouais, c'est sympa, à la récré, allez, Cécile Fournier. Mais c'est une récré où on va jouer. Ben non. Comment ça, non? Non, on va parler de jeu. On va parler de jeu, oui, comme vous êtes d'une précision diabolique. Passe à Paris une expo itinérante intitulée The Art of the Brick, une expo de sculpture réalisée par Nathan Sawaya à l'aide de briques de construction d'une marque bien connue de tout le monde, de toute façon on les voit. Et vous revenez pour nous, Cécile, sur l'histoire de ces Lego qui sont connus mondialement. Oui, j'ai envie de vous la raconter un petit peu de façon conte de fées. Conte de fées, allez, on y va. On y va, je me lance. Il était une fois, forcément. Il était une fois en 1932, un charpentier danois qui se prénommait Oleker Christiansen. Ses affaires tournaient mal à cause de la crise économique qui frappait alors l'Europe. Un beau jour, il eut une idée. Pourquoi ne pas se reconvertir et fabriquer des jouets en bois? Bonne idée. Enfin, pas tout à fait, parce que l'incendie de son usine associé à la guerre et à la mauvaise qualité du bois le décide à utiliser du plastique. Et en 1952 apparaissent pour la première fois les fameuses briques à tenons qu'il commercialise en 1954. Le Lego, qui veut dire joue bien en danois, est donc né. Il est né, mais il marche pas très bien. Ça tient pas, les briques ne s'emboîtent pas bien. Non, exactement, ils s'emboîtent pas. Alors en 1958, on utilise le plastique ABS plus résistant et plus dur qui améliore considérablement les choses. Et c'est l'année où notre bon vieux Oleker décède. Il avait 66 ans et c'est donc son fils Gottfried qui reprend la suite. Car c'est aussi un conte familial. Tout à fait, oui, parce que jusqu'en 2004, elle était dirigée par les membres de la famille Christiansen, mais en 2004, le petit-fils du créateur a passé la main à Jörgen Wirg Knutstorp. Si, c'est ça. C'est ça. C'est héroïque. Entreprise florissante aujourd'hui. Oui, ça va plutôt pas mal, merci pour eux. En 2022, le groupe danois est numéro 1 mondial dans le monde du jouet avec un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros. Oh, allez, quelques chiffres. Oui, parce que c'est marrant. À propos de Lego, ils sont rigolos. 7 boîtes de Lego et 983 pièces sont vendues chaque seconde à travers le monde. Chaque seconde. Seconde, je fais ça. Si. Ce sont plus de 75 milliards de pièces qui sont fabriquées chaque année, dont 700 millions de pneus. Il existe environ 3700 pièces différentes. Le logo le plus cher en magasin, c'est le Millennium Falcon en édition collector qui est sorti en 2017 et qui vaut 950 € environ. Hein. On n'y pense même pas à la maison pour Noël, évidemment. Le plus grand nombre de briques revient à une réplique du Tower Bridge de Londres composé de... Oh, c'est trop long. Plus de 5 millions de briques. Il mesure 44 près de 6 mètres. Millions, près de 6 millions. Allez, près de 6 millions. Et 18 mètres de large. Il aura fallu 7 mois de travail et 28 constructeurs. Et dernière petite info insolite, il existe plus de 915 000 façons de clipser 6 briques de 2 par 4. Et, on peut laisser à la maison. Et en production, 18 pièces sur 1 million sont refusées seulement, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Ok, donc on peut faire des jeux fabriqués exactement. Et aller voir l'exposition Art of the Brick. Il faut savoir que Nathan Sawaya s'est amusé à reconstituer, enfin on espère, il s'est amusé d'ailleurs, un dinosaure avec plus de 80 000 de ces briques. Et c'est à découvrir donc à partir du 15 décembre aux Galeries Montparnasse. C'est à Paris. Superbe. Grand oral.
Bien entendu, l'enfant a besoin de limites, faute de quoi il serait perdu dans le vaste monde, faute de quoi il n'apprendrait pas par expérience que tout ne lui sera pas toujours permis et qu'il aura à en porter des conséquences dans sa vie. Ce que je propose d'examiner ici, ce n'est pas la nécessité des règles, c'est seulement la pertinence de la punition. Et je cite, là encore, alors si on ne punit pas, on fait comment? De Marie-Jeanne Trouchot, vous n'avez jamais été punie? Je crois que, à mon grand âge, Vous insistez. il y a fort longtemps, je pense qu'on punissait beaucoup moins. Non. Parce qu'il y avait moins d'enjeux. Il faut avoir la super, la super profession, Ouais. etc. Il n'y avait pas la télévision avec toute la publicité, etc. Et je pense que les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus stressés que les parents d'avant. Donc il y avait plus une forme de... On faisait plus confiance à l'enfant, quelque part. C'est ça qu'il y a derrière? Ou alors, On s'en on le fichait. laissait plus tranquille. Oui, c'est ça. En cas de caprice, donc on a bien compris que les caprices n'existent pas, c'est un enfant qui souffre, mais qui quand même peut trépigner, hurler, mordre, tout ça n'est pas pratique. Le mettre au coin, l'isoler, le punir dans sa chambre, pour prendre une expression moderne, c'est pas l'idée du siècle. Alors, pour moi, c'est important que l'enfant ait un endroit, et pas seulement l'enfant, l'adulte aussi d'ailleurs. On a beaucoup parlé du coussin de colère, de l'endroit de colère, etc. C'est Alors important. le coussin de colère, c'est un objet qu'on prend et sur lequel on a le droit de se défouler, Voilà, et tout le pour se monde. passer les nerfs, tout le monde. Et bon. Parce que ce n'est pas enfantin la colère. Moi aussi, quand je suis en colère, je peux te montrer, toi mon enfant, comment je ne crie pas sur toi, mais je tape. Je défonce le traversin, en fait. Et je te tape pas, et je te punis pas, mais J'ai besoin que ça sorte. Mais il peut y avoir aussi, et je le recommande beaucoup, un endroit de calme. Un endroit, mais qui ne soit pas isolé, un endroit qui peut être dans le séjour, etc. Un endroit, ça peut être un petit coussin avec quelque chose de doux, un doudou, une musique, quelque chose de... Où n'importe qui, que ce soit les parents, les enfants, peuvent aller se ressourcer, mais eux-mêmes et pas en... Je décide d'y aller. C'est À un moment je- donné, j'ai besoin de calme, j'y vais. Voilà. Bon, c'est ennuyeux s'il y a la queue devant la maison, parce que toute la famille a besoin de calme. On peut mettre un minuteur, Il faut que ça garde. un sablier. Il y a un sujet qui peut dérouter, déstabiliser, faire beaucoup de peine aussi aux parents, c'est les addictions. Quand un ado a une addiction, c'est très dur, vous le dites. Et pour autant, vous dites que toute tentative de moralisation, de critique, de privation, de punition, de reproche ne résoudra pas le problème à moyen et long terme. C'est un problème que malheureusement je connais beaucoup. On m'emmène beaucoup d'adolescents vraiment dans des grandes difficultés. Et c'est vrai que personne ne décide de devenir addict. Et je ne sais pas, mais si quelqu'un, si un auditeur ou si vous-même, je ne sais pas, vous a fumé un jour, comme c'est difficile de s'arrêter. Alors pourquoi ce serait facile Pour un ado. pour un adolescent de s'arrêter? Donc il y a toute une démarche justement dans laquelle l'enfant doit comprendre, ou l'adolescent doit petit à petit comprendre, et puis très vite, au début, il peut en parler à ses parents s'il ne craint pas d'être puni, d'être justement moralisé. L'adolescent ne supporte pas la moralisation. Alors que si on lui dit, écoute, là tu fais quelque chose qui est dangereux pour toi, et je voudrais qu'on en parle, et parce que c'est important, là il peut l'entendre. Mais si on lui dit, mais enfin tu vois pas que il ne peut plus. Ça ne marchera entendre. pas. Ça ne marche pas. Ouais. Ceci étant, c'est quand même mieux d'avoir anticipé, d'avoir construit cette fameuse relation de confiance dès les premières années, parce que ce n'est pas évident, si elle n'existe pas, de tenir ce discours-là à son ado de 14 ans. Ça ne s'invente pas, C'est ça. mais malgré tout, on peut annoncer à l'ado qu'on a entendu une conférence géniale et que De Marie-Jeanne Trouchot, alors attends, tu vas voir. et qu'on va changer notre manière. L'ado est tout à fait Conscient de capable ça. de comprendre Ouais. ça. J'insiste sur un point parce que vous y revenez plusieurs fois dans le bouquin. Si on n'est pas parfait, c'est-à-dire que si tous les conseils que vous donnez pour pratiquer cette éducation constructive ne sont pas suivis H24, c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est-à-dire que ça donne l'autorisation à l'erreur, comme ça donne l'autorisation à l'erreur à l'enfant. C'est ça. C'est-à-dire que on peut dire, oui, là voilà, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, je regrette, mais toi aussi, des fois, Ça t'arrive. c'est pas pour autant que ça sera la fin du monde. Un dernier mot avant de retrouver Sandra Ferreira pour parler alimentation. Vous avez fondé une association qui s'appelle Qui s'appelle Géode.
Voilà, et il y a un colloque bientôt, je voudrais qu'on Alors, il y a un donne la date. colloque le 20 janvier à Cannes. C'est ça. Alors, on peut le suivre en direct ou en visio, Ouais. avec des renseignements sur assogéode.org, l'association Géode. Et le colloque portera le titre du livre. Super, et je précise que vous êtes aussi intimement associé à l'aventure de la Fondation Sèvres. Oui, je suis une des Créée notamment par Frédéric Lenoir et dont on avait parlé ici déjà avec Chiara Pastorini entre autres. Vous restez avec nous, l'alimentation c'est très important, ça peut être un lieu d'ailleurs de tension avec les parents, surtout quand on veut leur faire manger de la chicorée, mais non, parce que c'est Sandra qui va nous faire manger de la chicorée, tout va très bien se passer. Cécile, merci beaucoup, Sandra Ferreira, plateau repas. Et c'est notre rendez-vous avec le plateau au repas de Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Très bien. Vous adorez les journées mondiales. Ce n'est pas une journée mondiale aujourd'hui, une journée française. Mais enfin, c'est déjà pas mal, celle de la chicorée. Vous devez me chercher ça. Je ne sais pas où j'ai C'est le jour trouvé de ça. Thanksgiving. 361, c'est Thanksgiving, d'un des chicorées en fait. Voilà, bon, on va dire ça. C'est vrai que nous sommes le 23 novembre et c'est le 327e jour de l'année. Il reste 38 jours avant la fin de l'année. Et donc, c'est le jour qui a été officiellement dénommé pour jour de la chicorée. Alors, pourquoi? Je vous avoue que je n'ai pas trouvé la raison. Mais moi, j'ai trouvé une raison de vous en parler. On va parler de la chicorée. On va parler de la C'est quoi tout le monde croit que c'est une salade, mais dans mon souvenir, il y a un piège. Oui, alors, il y a plusieurs espèces. C'est Effectivement, ça. quand on pense chicorée, on pense souvent à la salade, Ouais, la ouais. fameuse salade qui a plusieurs couleurs. On pense aussi au chicon, une sorte d'endive. Comme l'endive. Mais c'est aussi une racine. Et avec la racine, on peut en faire une boisson. C'est ça, on pense à... À une certaine marque d'ailleurs qui y ressemble. On peut faire des boissons chaudes. C'est la seule d'ailleurs racine dont on fait une boisson. Sinon d'habitude le café sont des grains, donc c'est différent. Donc il y a différentes variétés. On récapitule la fameuse salade chicorée qui peut présenter diverses pigmentations. Il y a des rouges, des vertes, des blanches. Il existe aussi donc la deuxième famille, les chicons, les endives, d'autres termes. Et puis la chicorée à boisson, c'est encore une autre famille, mais c'est une grande famille. Chicon, c'est comme ça qu'on dit dans le nord de la France, et pour cause. C'est ça, et pour cause, parce que justement, il y a 200 planteurs de la région Hauts-de-France qui cultivent cette racine. Utilisé depuis super longtemps. Et oui, on a retrouvé des traces de la chicorée sur un papyrus vieux de 4000 ans. C'est pas rien. C'était surtout utilisé en plantes médicinales. Ça s'est vite transformé en petite boisson. C'est végétal, ça a un petit goût caramélisé, c'est plutôt sympathique. Et donc, si vous nous en parlez, c'est forcément que ça a quelques effets bénéfiques sur notre santé. Je vois que vous me connaissez, Manuel, oui. Effectivement. Et en plus, je vais faire un petit tour des pays. En Égypte, j'ai cherché. La chicorée était appréciée pour ses vertus digestives et apéritives. Okay. Les Grecs, eux, voient en la chicorée ses bienfaits régénérateurs du foie. Ce qui n'est pas forcément sans lien avec le point précédent. Exactement. Ça devient même un remède dans l'armée romaine. Charlemagne, lui, carrément vante les bienfaits de la chicorée. À cette époque, elle permettrait de traiter les maladies du foie, encore une fois, et les inflammations oculaires. On a rajouté et sur les autre yeux. chose. Sirop, pilule, eau, bon bref, cette plante, on l'utilisait dans toute la pharmacopée. 400 ans plus tard, Napoléon Ier, en 1809 exactement, décrète un blocus qui fait que les importations britanniques sont bloquées et plus de sucre, plus de café. Donc qu'est-ce qui est mis en valeur? La chicorée, la boisson, et voilà pourquoi elle a trouvé sa place dans les foyers français. Et ça tombe vraiment bien parce que pour parler science actuelle, la chicorée, elle est bien contre la constipation parce que c'est riche en fibres et elle est riche en antioxydants, ces petites molécules anti-vieillissement, donc anti-vieillissement aussi des vaisseaux et donc prévention des maladies cardiovasculaires. Génial. Et ça présente aucun risque quand on est enfant, on peut y aller? Chicorée matin, midi et soir. On se rappelle que le problème dans les boissons de ce type-là, c'est la caféine. Caféine, c'est surtout dans le café. La chicorée n'a pas d'excitant. Mais attention, certaines marques rajoutent du café. Donc il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas du café rajouté à la chicorée. Sinon, c'est une boisson excellente pour les enfants. Vous pouvez sans souci. En plus, les enfants peuvent cuisiner, les enfants et vous d'ailleurs, cuisiner avec la chicorée. On peut en rajouter dans les pâtes, des gaufres, etc. Dans les préparations salées comme sucrées, parce que c'est un petit goût caramélisé et c'est naturellement sucré. Et oui, et pour autant, c'est pas très calorique. Ouais. C'est ce que vous alliez dire. Ouais, bah oui, pas quand je monte mon bidon, c'est c'est ça. Et dernière chose amusante, parce que tant qu'à faire, on peut l'utiliser aussi pour peindre. On peut peindre à la chicorée. C'est-à-dire, je mets mon chicon dans la chicorée, dans l'eau. ah non, alors faut la lâcher déjà broyée. Voilà, déjà broyée. On l'utilise un peu comme un pigment. Je fais un pigment de chicorée. Un petit pigment de chicorée plus ou moins clair, et on fait de la peinture un peu type aquarelle.
en fait, avec les enfants. Mais c'est génial. Voilà. Merci Donc, beaucoup. on mange, on C'est boit. que du bonheur. et Hein. Après les choses, hein. Sandra, merci beaucoup pour ce zoom sur la chicorée dont on s'en souviendra tous maintenant. La journée. Thanksgiving, chicorée. Marie-Jeanne, merci beaucoup. Alors, si on ne punit pas, on fait comment? Le guide pratique pour tous les parents, et j'y insiste, ça vaut également quand on n'est pas parent, mais qu'on a à s'occuper d'enfants, c'est chez First. On précise vraiment que le risque, si on ne fait pas tout ça, c'est la violence, et que la violence, ça a des conséquences... C'est-à-dire que la violence peut être retournée contre l'autre, puisque je veux enfin, si je me place là, du point de vue de l'enfant, de l'adolescent, c'est moi cette fois-ci qui vais devenir dominant et donc violent. Et si je crois ce que l'on m'a dit, que j'étais nulle, etc., je peux retourner la violence contre moi-même. À ce moment-là, à l'adolescence, toutes les horreurs de scarification. C'est un peu triste de terminer là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas punir. Et qu'il faut surtout lire le bouquin de Marie-Jeanne Trouchot, qu'on remercie vivement. Elle n'a jamais été punie, c'est quand même extraordinaire. Regardez comment elle se porte. Vous êtes une publicité vivante pour l'éducation structurante, l'éducation constructive. Merci beaucoup, Sandra, également. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui est en régie, assistée aujourd'hui par Emma Frari, Saïd Mamou pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.